Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Bonjour Agathe. Bonjour Ali. Qu'est-ce que c'est sérieux? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, c'est l'addiction au smartphone. Vous entendez là les petites notifications? Je suis sûre que vous êtes en train de chercher votre téléphone. Vous vous dites, ah, mon Dieu, mais qui est-ce qui m'appelle? Mais non, c'est chez nous. Preuve que le smartphone est devenu une véritable obsession qui génère une perte d'attention, une fatigue mentale et même un stress chronique. Alors, un seul mot d'ordre ce matin. Et oui, on débranche et on passe en mode avion pour aller mieux. Le mode d'emploi avec le sommaire. Comment arrêter de scroller pendant des heures? Le mentaliste Fabien Olicard nous donne ses conseils pour ne plus perdre son temps devant les écrans et parmi eux, passer ses réseaux sociaux en noir et blanc. Oui, vous avez l'impression que votre téléphone vous espionne, qu'il vous traque, qu'il vous met sur écoute. C'est une réalité. Comment préserver sa vie privée? On a mené l'enquête. Enfin, comment vivre, que dis-je? Comment survivre sans smartphone dans un monde surconnecté? On en parle avec le témoignage de Jacques Tibéry qui, du jour au lendemain, a décidé de s'en débarrasser. Il lui a donc fallu revenir quelques années en arrière. Je vous donne un exemple. Là, pour venir ici, moi, je me suis dit, là, je suis à peu près au centre de Paris. On est plus à l'ouest. J'ai donc une boussole sur mon sac. Donc, j'ai dit, c'est où l'ouest? Et j'ai commencé à marcher. Oui, la boussole est là. Vous vous déplacez dans la rue avec une boussole? Oui. C'est un peu marginal. Ça demande un effort supplémentaire. Ça demande du temps supplémentaire. Et pour vous aider à déconnecter, l'équipe de Bel et Bien à qui je vais confisquer le smartphone ce matin. Nos chroniqueuses et chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman. Mais aussi notre expert, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS de classe exceptionnelle. C'est son titre, Sylvie Chaucon. Moi je n'ai pas mon téléphone. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bonjour Agathe. Il en reste là des téléphones. Agathe, elle n'est pas simplement accro au téléphone, elle est aussi accro au chocolat. Oui, c'est vrai. Qu'elle cache. Bon, écoutez, laissez. Alors attendez, à vous, on vous enlève pas votre téléphone? Non, nous c'est pour le travail. Ah ouais, c'est ça. Moi, je prends les rendez-vous je d'Ali. rêve. Parce que je suis son assistante de France mais 2 et de j'hallucine. France Inter. Disons-le, on est tous hypnotisés par notre téléphone. Oui. Ali et moi, avant de dormir, on a le même réflexe, on regarde des recettes, Voilà. on scrolle. Donc moi, c'est yoga, Oui, des recettes de aquarelle, cuisine. recettes. Bah oui, c'est fou. Beaucoup de recettes de cuisine. Voilà. Et Et cuisine que ça, avec des hommes torse nu ou des recettes de cuisine, juste des recettes de cuisine? moi, si en plus il y a Javier Bardem, alors là, je suis très contente. Bon, alors en moyenne, on passe 5 heures par jour dessus. Je ne sais pas si vous imaginez. 5 heures par jour. On le consulte 300 fois au quotidien, soit toutes les 4 minutes d'éveil. 60% des Français le regardent avant de dormir et 80% d'entre nous y jettent un coup d'œil en se levant. C'est-à-dire c'est notre premier réflexe. Et plus inquiétant, 35% des gens se réveillent la nuit pour vérifier s'ils n'ont reçu aucun message. Et au commencement de cette obsession, un homme, Steve Jobs, en 2007, il présente cet outil qui va changer nos vies. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Ouais. Le jour où tout a basculé. C'est ça. Et 19 ans plus tard, le smartphone est devenu l'extension de notre main. Voilà, regardez la preuve, il est juste là. 91% des Français en possèdent un. C'est quand même déjà, on peut s'arrêter quand même sur ça. 91%. Et c'est pas sans incidence sur nos comportements. Pour Stan Gusman, on est même devenus des zombies, carrément. J'ai pas peur, je le dis.
Oui, nous sommes tous devenus, hélas, des morts vivants, hypnotisés par nos téléphones. Faut dire que le smartphone, c'est l'écran total. Il concentre tous les outils modernes. Montre, réveil, GPS, appareil photo, messagerie, réseaux sociaux, IA, boussole et même téléphone. Je vous jure. Oui, on a tendance à l'oublier, mais au départ, ça sert à ça. Bref, on n'a Dieu que pour lui. Aujourd'hui, son pouvoir est tel qu'il a fait de nous des bipèdes voûtés, le nez sur leurs écrans, à déambuler dans la rue sans conscience, des junkies shootés au numérique, compulsivement connectés, qui errent assoiffés de notifications, de push ou de messages. Vous les voyez sur ces images post-apocalyptiques, en train de bousculer des gens, d'ignorer des feux tricolores, de provoquer des accidents, de mettre leur propre vie en danger. C'est simple. Dans nos villes, plus d'interaction sociale. À la place, des scènes de chaos comme celle-ci. Tenez, en France, 10% des accidents corporels sont liés à l'usage du téléphone. 6 Français sur 10 reconnaissent l'utiliser en marchant, y compris en traversant la rue. La menace est telle qu'en Corée du Sud, des passages piétons avec lumière au sol, verte ou rouge, guident ces morts vivants incapables de lever les yeux au ciel. Mais alors pourquoi notre cerveau est-il à ce point sous emprise? Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est un kiffeur. Il est câblé pour chercher le plaisir à chaque notification. Et ben ça déclenche un shoot de dopamine, la molécule du désir, et ça, il adore. Sans compter que le smartphone fonctionne comme les machines à sous, avec un système de récompense aléatoire. On ne sait jamais quand va arriver l'info, le message, le like. Alors on veille, on l'attend, et on adopte des comportements compulsifs en attendant. Résultat, notre smartphone nous possède. Et sa force d'attraction est telle qu'elle finit même par l'emporter sur notre propre instinct de survie. Hier, on tombait d'une falaise pour un simple selfie. Aujourd'hui, on préfère filmer un typhon qui nous fonce droit dessus plutôt que de courir pour sauver sa peau ou à la limite sauver celle des autres. Un peu comme des zombies en fait. Moi, j'ai pris un escalator à contresens. J'ai failli ne pas être là. J'ai failli ne pas être là ce matin. Non, vraiment, j'ai failli avoir un grave accident. Même Ali Rébi est un zombie. C'est incroyable. Oui, mais lui, c'est parce qu'il lit des articles scientifiques. Ne croyez pas qu'il scrolle comme ça dans les escalators. Bah non. Sylvie, vous confirmez la triste démonstration de Stan, c'est-à-dire que l'usage excessif du smartphone, ça vide notre cerveau, ça nous prive de nos capacités attentionnelles. Bah oui, et Stan parlait de zombies, un nouveau mot qui est arrivé, qui est zombie, voilà. Les zombies du smartphone. Et donc effectivement, il y a des chercheurs qui n'ont pas hésité à utiliser le terme de brain rot, c'est-à-dire pourrissement du cerveau. Ouh là là. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les contenus auxquels on est exposé toute la journée, de manière le plus souvent passive, font littéralement pourrir, dégrade notre cerveau. Alors le fait est qu'être toute la journée sur notre téléphone, ça va atteindre notre attention, en particulier l'attention soutenue, parce qu'on a pris l'habitude d'être sollicité avec des contenus très simples et très rapides, et que quand il va falloir s'atteler à un dossier pendant plusieurs heures, on va avoir de plus en plus de difficultés. Agathe l'a dit, on a pris l'habitude d'avoir le téléphone comme une extension de nous-mêmes. Donc en fait, on a externalisé toutes nos capacités, comme l'a dit Stan, notre mémoire, notre orientation spatiale, mais même notre perception. Vous l'avez remarqué, à une cérémonie ou devant un beau panorama, on ne regarde plus avec nos yeux, on filme. Et les jeunes, puisqu'il y a une énorme différence entre les natifs du smartphone et ceux comme nous qui ne sont pas nés avec le smartphone, c'est que les jeunes, les natifs des smartphones, n'hésitent pas à dire que s'ils ne filment pas ce qu'ils sont en train de regarder, c'est comme si la scène n'avait pas existé. C'est-à-dire que pour que ça s'imprègne dans leur cerveau, il faut que ça passe par le téléphone. Donc là où nous, notre génération, on a finalement le téléphone comme une extension de nous, chez les jeunes, le téléphone est une partie même de leur cerveau, d'eux-mêmes, et c'est ça qui altère leur capacité cognitive. Alors on va vous aider à déconnecter en douceur, et il le faut car notre téléphone nous possède, les grands comme les petits. Regardez cette vidéo. Alors, si on ne fait rien, ces enfants feront sans doute partie des 50% de Français qui se disent incapables de se passer de leur smartphone pendant une journée. Et notre journaliste Sarah Cadour National a pu le constater sur le terrain. Ah ouais, je suis la seule dans l'ambiance, ça va les drogués? Bonjour. Ouais, pas trop dur cette émission sans votre téléphone. Oui, Dur, oui. dur, quand même. Non, dur. Bah écoutez, vous me connaissez, moi je suis une petite fouineuse. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'un des smartphones qu'on vous a confisqué en début d'émission. Ah. Et ce que j'ai trouvé dedans, c'est pas très glorieux. Voilà, j'ai de gros dossiers.
sur l'un d'entre vous. Tout le monde De flippe. toute façon, je reconnais mon portable. C'est Non, moi. bah, peut-être pas. Peut-être que j'en ai un caché derrière. Voilà. Donc je vais aller fouiller un petit peu dans l'intimité numérique d'autrui. Et pour savoir à qui je vais pirater le téléphone, on va faire tourner la route bel et bien. Oh, on la connaît, votre... Sans grand suspense. Et c'est... Je n'y attendais pas du tout. Alors Elsa, vous me permettez? Je vous en prie, de toute Voilà, façon, j'ai j'ai pas le votre choix. consentement. Alors c'est parti, on est connecté normalement à votre téléphone. On va aller voir le temps d'écran. 8h45, Ça, c'est Elsa, aujourd'hui, de hier, temps c'est hier. d'écran Non, sur c'est la hier, parce que là, il est quand même... Et on est quand le matin. même pas 9h moins le quart. Voilà, 10h moins le quart. 8h45. Oui. Pas mal. C'est pas mal. c'est Et énorme. on va regarder les applications les plus utilisées. 3 heures Instagram, 3 heures. Et je regarde que Instagram, ça peut pas Mais être vous deux. faites quoi sur Instagram? Bah, je scroll. Évidemment, Vous êtes je regarde sûre les que hommes 3 qui font heures, la faut- cuisine torse nu. On peut Moi, fouiller. Ou alors les hommes dans les fermes. Eh ben, vous savez quoi? On va regarder votre Instagram. Allez-y. On va Les regarder hommes ce dans que les vous y fermes. faites. Oui, enfin, les fermiers, quoi. Attendez, c'est tout un monde qui s'ouvre pour moi. Alors, dans les messages envoyés, attendez. Bradley Vous Cooper avez- officiel. Hello Bradley, when you come in France, come in my home, venez chez moi, love you. Sarah, vous avez Mais ça va pas. Mais ça va pas. Elle a bon Ensuite, goût, elle a qu'est-ce bon qu'on goût, a? ouais. Brad Pitt aussi, tant qu'à faire. Hi Brad, you are so sexy. From France. Ouais, pourquoi pas? Vous n'êtes pas tombé sur ce qu'il y a de plus... Mais c'est Ah bah, pour on va ça. chercher, on va Restez continuer. bien avec nous, je vais bien fouiller et je vous promets du gros dossier après le micro-trottoir. Voilà. J'avais un live TikTok à 12h45. Si tu peux juste avancer un peu sur le truc, il y a l'interview là, tu réponds à mes questions. David, 35 ans, enchanté. Ah ouais. Ben, ça va très bien. C'est le petit rat. Merci beaucoup. Vas-y, pardon, continue. Alors, actuellement, je suis office manager, mais en changement. Attends, pardon, je suis en live. Faut pas que tu me parles. Va, je suis en Attends, pardon. Mon application de musique streaming, live. J'aime pas. TikTok, J'aime pas ce live. mon application de photo, ben, parce que. J'aime pas cette vidéo. Parce que ben, j'aime bien. beaucoup aller sur TikTok parce que ça passe le temps. Je like. Je fais des vidéos parce que moi aussi, je crée un peu des contenus. Je like pas. C'est bon. Super. On va pouvoir y aller. Je rigolais. Pourquoi je rigolais? Parce que le thème, justement, de l'émission, c'est le téléphone. Ah. Les addictions. Hein? Tu parles à la bonne personne. Est-ce que vous vous considérez comme accro au téléphone? Oui, je l'ai tout le temps avec moi, je l'ai tout le temps dans ma main. Complètement. Ça m'est déjà arrivé d'oublier mon téléphone et ça suffit pour gâcher ma journée. Parce qu'en fait, j'ai comme cette impression que j'ai une partie de mon corps qui manque. C'est quoi les signes qui montrent que vous êtes accro? Dès que je me lève, je vais voir sur Instagram, sur Twitter et tout. Quand je regarde un film, je peux pas m'empêcher de jouer à un jeu, de regarder des publications Instagram. Aux toilettes, j'utilise et au final, je reste une demi-heure alors que j'ai déjà fini ce que j'avais à faire. Est-ce que vous êtes en manque ou stressé quand vous n'avez pas votre téléphone sur vous? Et je suis stressée, mais c'est parce qu'il y a littéralement tout sur mon téléphone. C'est-à-dire que même pour rentrer chez moi, je dois mettre mon adresse et voir quel arrêt je prends et tout. Donc il n'y a plus de batterie, c'est de l'angoisse. Totalement. C'est-à-dire que même quand mon téléphone est dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donnez-moi votre téléphone. Pourquoi? Donnez-moi votre téléphone. Voilà. Première étape de guérison. Je le garde avec moi. Ça va aller? Ouais. Alors, pour voir à quel point vous êtes accro ou pas, je vais vous donner des mauvaises habitudes qu'ont les Français avec leur téléphone et vous me dites si vous êtes concerné. Ok. Vous vous couchez en regardant votre portable. Toujours, ça m'endort. Vous avez déjà regardé votre téléphone au beau milieu d'une conversation? Ah non, ça, j'essaie de pas faire. Selon moi, c'est un manque de respect, je trouve. Ouais, je suis en interview. Continue de. Enfin, développe. Ouais. En fait, je faut suis pas en abuser non interview, plus. là. C'est pas parce que Ouais, t'es accro, que t'aimes bien ton téléphone, que tu, Ouais. en pleine conversation, que tu dois être dessus. C'est pas cool, c'est pas sympa. C'est quoi votre temps d'écran? Oh là là. 10h52? 6h33 pour la journée d'hier. 9h14. J'étais waouh, mais moi je suis surprise. Hein. C'est énorme. Ouais. Si on vous enlevait votre téléphone pendant 24 heures, vous en profiteriez pour faire quoi? Être avec des amis qui ont des téléphones et puis voilà.
J'irai au restaurant. Ça sera un peu embêtant de ne pas avoir mon téléphone pour faire des photos du plat que je mange, mais... J'en profiterai pour me balader, me perdre et me retrouver. Souvent, lorsque je suis sur mon téléphone, je parle pas avec les gens autour de moi. Je cherche pas à leur demander mon chemin et je pourrais en profiter pour ça, oui. Ce serait sympa, oui. Eh bien, Keren, il est où votre téléphone? Donnez-le-moi. Hop. Vous allez aller vous balader, vous perdre et vous retrouver. Allez-y. Je vais faire ça. À bientôt. Allez, c'est par là. Vous vous perdez déjà. Elle vous a demandé quoi? Allez, on fait l'effort. On y va. Merci, messieurs. Hein. C'est quoi cette génération? Allez. À bientôt. Moi, je vous crains. Ouais. Vous avez raison, Sarah. Vous avez raison. La prochaine fois, je prendrai votre téléphone. Oui, vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a que de l'aquarelle, du yoga. Elle vient de me montrer, c'est terriblement ennuyeux. Ah je vous le prouve si vous voulez. Ouais, montrez-nous. Pourquoi pas? J'ai le temps. On veut le mur Insta. Hein. Ouais, on veut le mur Insta. Ah ouais, je vous fais le mur Insta. Donc, alors, regardez, c'est d'un ennui abyssal. Là, ça, ce sont des œufs au plat. Ça, c'est un tuto. Il n'y a que des tutos d'aquarelle. Regardez, encore de nouveau des recettes. Aquarelle. Ça va votre vie en ce moment, Agathe? Écoutez, moi, honnêtement, ça m'épanouit énormément. Bon, la prochaine fois, c'est vos téléphones que j'embarque. Ça vous va? Oui, si vous voulez vous ennuyer, allez-y. Mais vous apprendrez plein de recettes. Bisous, Sarah. Au revoir. Ça me permettrait de ne plus vous parler. Oui, j'imagine que vous allez nous appeler tout à l'heure dans l'émission. On n'en a pas fini avec vous. Évidemment. À tout de suite. À tout de suite. Alors, le téléphone, est-ce que c'est une drogue? C'est la question qu'on va se poser et qu'on va poser à notre invité. Bonjour, professeur Laurent Carilla. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté notre Merci invitation. Vous êtes psychiatre, mais vous êtes surtout, je dirais, le spécialiste français de l'addiction. On vous doit cet ouvrage Docteur, addict ou pas, alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir. C'est aux éditions HarperCollins. Première question, évidemment, est-ce qu'on peut être drogué au smartphone au même titre qu'on l'est à la cocaïne, par exemple? Alors moi, j'aime pas le mot drogué, c'est est-ce qu'on est addict ou pas? On n'est pas addict au smartphone, ça veut rien dire l'addiction au smartphone, c'est un usage problématique du smartphone. Il faut parler comme ça, usage problématique du Mais smartphone. qu'est-ce qui définit l'addiction? C'est à partir du moment où on est empêché? L'addiction, moi j'ai mon moyen mémotechnique classique, maintenant 5C pendant 12 mois, 5 fois C pendant 12 mois. Premier C, je perds contrôle. Deuxième C, j'ai un usage compulsif, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Troisième C, j'ai des cravings, c'est un mot anglais qui veut dire des envies irrépressibles de consulter, de consommer. Le quatrième C, c'est un usage chronique régulier. Et le dernier C, c'est j'ai des conséquences sur ma santé physique, psychique, environnementale, sociale, familiale. Si j'ai ces 5 C pendant 12 mois, je suis dans l'addiction. C'est schématique, hein. Il y a d'autres critères. Mais en fait, l'usage problématique du smartphone ne remplit pas ces critères-là. Et on n'est pas addict au smartphone. Le smartphone, c'est un doudou, c'est une matrice intermédiaire pour aller voir d'autres choses. Moi, je soigne des gens qui sont addicts à la sexualité en ligne, qui sont addicts aux jeux de hasard et d'argent, addicts aux jeux vidéo, addicts aux achats, etc. etc. Donc, c'est derrière l'écran, il y a une addiction. C'est ça. Vous avez dit c'est un doudou, c'est quand même un mot assez fort. Mais c'est vrai, moi je reconnais. Vous ne dormez pas avec, vous ne vous réveillez pas avec. Quand vous le perdez, vous n'êtes pas dans une situation d'insécurité totale. Tout ce que vous dites. Tout ça, on est dans un e-doudou, c'est un e-doudou, mais on est dans quelque chose où on est avec un outil qui est indispensable à notre vie. On ne pourrait plus vivre sans smartphone. Professeur Carilla, est-ce qu'on est tous égaux face à cet usage problématique du téléphone? Est-ce que certains profils sont à risque? Par exemple, le gouvernement a-t-il raison de vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Est-ce qu'ils sont plus vulnérables, ces ados? Oui, forcément. Moi, je ne suis pas fan des interdictions, de tout ce qui est prohibition, ça ne marche jamais, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'un cerveau qui n'est pas mature, qu'un cerveau mature autour de 20-25 ans. Donc on peut se dire que tout ce qu'on apporte comme récompense, et les algorithmes font ça. En fait, les algorithmes stimulent votre récompense. Et donc ça donne des schémas dans le cerveau qui font que j'y vais, je m'ennuie, j'y vais, j'ai une mauvaise nouvelle, j'y vais, j'ai une bonne nouvelle, j'y vais, je m'endors avec, vous voyez, j'y vais, je suis dans la queue à la boulangerie, je sors mon téléphone, etc. etc. Les exemples sont infinis. En fait, des cerveaux jeunes, eux, vont prendre cette récompense comme une espèce de tsunami dans la tête. Donc vous êtes pour cette interdiction? Non, moi je suis contre les interdictions. Ah oui, mais même l'interdiction aux écrans au moins de 3 ans, c'était obligatoire quand même. C'est pas une histoire d'interdiction au moins de 3 ans, c'est savoir réguler la consommation et savoir être un exemple en tant que parent. Déjà, c'est le premier point. Ce qui est assez vertueux quand même dans l'interdiction, c'est quand même d'avoir une béquille en tant que parent, c'est-à-dire de pouvoir dire à ses enfants, c'est interdit. Moi, ça m'aide. C'est ce que j'allais dire, en fait, l'interdiction. Oui, mais quand ils sont entre eux, après, ils contournent l'interdit. Bien sûr, ils contournent, mais moi, ça me permet d'avoir un argument. Je suis d'accord avec Agathe, l'interdiction, c'est jamais la bonne solution, mais ça donne des billes aux parents pour pouvoir
expliquer où est le danger. Et ça permet de cadrer quand même Je crois qu'il faut plutôt réguler. Si ça peut être contourné. Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il faut plutôt réguler les algorithmes plus qu'autre chose. Alors, petit sondage autour de cette table. Qui pourrait vivre sans son smartphone? Marie? Je passe. Impossible. Malheureusement, non, je pense pas. Sylvie? Ça pourrait être possible. Ah, comment? Ah, complètement sans... Ah non, pas complètement toute la vie. Quelques heures par jour. Sachez que Marie a trouvé la perle rare, un résistant qui vit sans portable depuis des années, et c'est assez rare en 2026. Comment fait-il? Et surtout, comment Marie a-t-elle réussi à se connecter avec lui? Elle va tout nous raconter. Je vais tout vous dire. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Avant de répondre à toutes vos questions, Ali, petite question, je vais vous demander d'être honnête. Est-ce que vous êtes capable de vous priver de portable cette fois, mais juste quelques heures? Est-ce que vous arrivez? Oui. Quelques heures, ouais. Ouais, quand je dors, ouais. Mais alors, vous en privez, mais sans guetter une petite notification, sans l'avoir à proximité. Oui. Bah voyons. Quand on le retrouve, on a cette petite hâte de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver? Qui a pensé à nous? Bon, c'est souvent décevant, mais cette déception, l'homme que j'ai rencontré, il la connaît plus du tout. Je vous présente Jacques Tibéry, journaliste, père de famille, et comme beaucoup d'entre nous, son smartphone était devenu le prolongement de son corps, comme on l'a dit, réveil, info, radio, messages, travail, du lever au coucher, jusqu'au jour où, hypnotisé par l'écran, il avait une grosse scrollite aiguë, comme je dis, il rate un rendez-vous professionnel très important, et à ce moment-là, il comprend une chose essentielle, ce n'est pas un problème de volonté, c'est une addiction neurologique. Il prend alors une décision radicale, supprimer le smartphone de sa vie. Alors attention, nuance entre smartphone et portable. Voilà. Le smartphone, on le rappelle, c'est un téléphone connecté à Internet, comme un peu un petit écran de poche. Donc retour aux bases pour Jacques, un simple téléphone pour finalement passer des appels, parce que ça sert à ça à la base. Et vous allez voir, dans un monde 2.0, vivre comme au début des années 2000, c'est pas si simple. Bonjour Jacques. Bonjour. Je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que vous avez un portable? J'ai un téléphone portable, mais c'est un téléphone, comme on dit, basique, qui me sert à téléphoner et à envoyer des SMS, et qui ressemble à une calculette. Ah mais oui. Donc je passe inaperçu avec ça. Comment était votre utilisation du smartphone à l'époque? Ce qui sonne pour me réveiller, c'est mon téléphone. Donc je le prends dans la main. Immédiatement, je fais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Je regarde les informations, etc. Ensuite, en me réveillant, je commence à lancer une application de radio ou une application de vidéo. Et tout ça en train de me brosser les dents, de boire mon café, de m'habiller, etc. Ça continue dans les transports. J'arrive au bureau, là je le pose. Et c'est l'ordinateur qui prend le relais. Donc mes yeux ne quittent pas un écran de toute la journée. Vous n'êtes jamais seul face à vous-même. Il y a toujours un truc extérieur qui vous parle. En soi, est-ce que vous vivez vraiment, ou est-ce que vous attendez juste que le temps passe? C'est pour ça que les gens sont épuisés à 22h le soir. C'est des lots. Ils doivent prendre 1 milliard de micro-décisions de est-ce que je regarde ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je clique là-dessus, à cause de ce téléphone. Quelle était votre relation aux autres, notamment dans votre couple? Avec ma femme, on était assis dans le lit, tous les deux, à regarder notre écran avec notre casque. Ah je me reconnais 100% dans cette description, et c'est très triste. Et aujourd'hui, moi je le dis clairement, je n'ai pas réussi à faire changer mon épouse de comportement. C'est mes enfants qui, par contre, lui disent « Maman, elle est accro aux écrans ». Quel a été le déclic où vous vous êtes dit « Il faut que j'arrête d'utiliser mon smartphone ». Un après-midi, j'avais donc rendez-vous pour un événement. J'arrive en avance, je me mets sur le fauteuil et puis je commence à scroller. J'ai arrêté de scroller parce qu'il faisait nuit autour de moi. Et en fait, j'avais raté l'événement. Tout était fermé, c'était terminé, quoi. J'ai scrollé probablement pendant 2 heures, 2 heures et demie, sans m'en rendre compte du tout. Je me suis dit, la puissance de ce truc est folle. J'ai pris conscience que le problème, c'était l'objet en lui-même qui était le cheval de Troie. Et donc, à partir du moment où on élimine l'objet de l'équation, on résout une grande partie du problème. Alors, expliquez-nous cette nouvelle vie sans smartphone, parce que c'est pas anecdotique quand même. Toute notre vie est faite autour du smartphone maintenant. Sur les déplacements, je vous donne un exemple. Là, pour venir ici, moi, je me suis dit, là, je suis à peu près au centre de Paris.
on est plus à l'ouest. J'ai donc une boussole sur mon sac. Donc j'ai dit, c'est où l'ouest? Et j'ai commencé à marcher. Oui, la boussole est là. Vous vous déplacez dans la rue avec une boussole? Oui. C'est un peu marginal. Ça demande un effort supplémentaire. Ça demande du temps supplémentaire. Quels sont les bénéfices directs que vous avez remarqués? Alors vraiment, c'est immédiat. Le premier, c'est le sommeil. Comme il n'y a plus la lumière bleue, mon rythme circadien est mieux respecté. J'ai un endormissement beaucoup plus simple et je gagne des heures de sommeil. Et donc, je gagne des années de vie. Deuxièmement, j'ai retrouvé le plaisir de la lecture. J'avais totalement perdu la capacité à lire en dehors de mon travail. Je lisais 3 pages, ça me saoulait, ça n'avait aucun intérêt. Le souci pour Jacques, c'est que la société continue d'avancer sans lui vers plus de technologie. J'ai des contraintes qui s'accumulent. Qui font que c'est de plus en plus difficile. L'omniprésence du QR code. Si je change un billet de train à la dernière minute, que j'ai pas le temps de l'imprimer, je suis obligé en fait de sortir mon ordinateur portable et de me balader avec l'écran. Personne à la SNCF ne s'est moqué de moi encore. Et sur la validation d'un virement ou d'une opération bancaire, mon appli, elle est sur le téléphone de ma femme. Ah oui. Voilà. Avoir une femme, c'est pas mal comme solution. Alors, je suis obligé de parasiter le smartphone des autres. Oui, on peut pas vivre sans smartphone, ça devient de plus en plus compliqué. Et bien ça s'appelle le monopole radical. C'est-à-dire c'est comme la voiture aux États-Unis. C'est un truc qui est tellement omniprésent que si vous ne l'avez pas, vous êtes exclu de la société. Et ça, c'est ce que je risque. Vous voyez que ça, des gens sur leurs écrans. Oui. Je ne vais pas faire la leçon aux gens. Si vous le faites, vous aurez un bénéfice immédiat. C'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Donc vous pouvez le retirer de votre poche et le retirer de votre vie. C'est beaucoup plus facile à faire que de changer le système politique ou que de changer de patron. La révolution, elle commence dans votre poche. C'est bien dit, ça, la révolution commence dans votre poche. Et c'est surtout fou de se dire que finalement, le smartphone a aliéné notre société, notre quotidien. Sans lui, on est exclu de beaucoup de services, on devient hors-jeu. Avant d'être aussi radical dans ses choix, bien sûr, Jacques avait quand même fait le test de juste réduire l'utilisation du smartphone en désinstallant certaines applications qui aspiraient son attention. Mais un peu comme un drogué, sans sa dose, il trouvait toujours un bon prétexte pour y revenir, pour les réinstaller. Depuis, il a donc écrit un essai qui s'appelle « Je me libère du smartphone » pour documenter cet arrêt qui n'est pas anodin. Il n'est pas le seul dans son combat. Un véritable mouvement dénonce aujourd'hui cette dictature du numérique. Dans certains milieux très branchés, très low-tech, comme ils disent, la nouvelle hype serait le retour au vieux Nokia 3310. Ah oui, avec le frigo là. Exactement. Une forme de sobriété numérique pour vivre le moment sans, par exemple, penser à la story de son plat de pâtes quand on est au restaurant. Alors, on pourrait jouer au Snake là sur on joue au Snake, on et puis, mais surtout les SMS avaient un nombre de caractères. On ne pouvait pas dépasser. C'est vrai. C'était incroyable. Quelle période fantastique. C'était hier en vrai. Pour faire des déclarations d'amour, on devait être très concis. Je ne sais pas si vous savez, 40% des Français disent ressentir de l'anxiété à l'idée d'oublier leur smartphone. Et parmi les personnes qui en ont souffert, évidemment, Elsa Wolinski, qui une nouvelle fois a accepté de se livrer sans aucun Toujours. No Sans filtre. No filter. Alors, quand même, Ali, je vous arrête tout de suite parce qu'à chaque fois, on a une image de moi, de la fille accrochée à son portable parce que je suis sur les réseaux, que je poste. Donc, on se dit que j'ai mon téléphone greffé dans la main. Alors que, excusez-moi, mais autour de cette table, avec Sylvie, on est quand même les deux seuls, quand on enregistre ces émissions, soyons très honnêtes, à ne pas avoir nos portables. Parce que ça, moi, personnellement, parce que ça me déconcentre. Vous, je ne sais pas parce que j'en ai pas besoin. Parce que vous n'avez pas besoin. Alors que vous, par exemple, Agathe, Ali, Marie, c'est vrai. Ça, c'est effrayant, l'ambiance. Mais vous êtes tout le temps sur vos portables. Mais là, parce que je montre à Ali, je fais un constat avec là. Je suis saoulée. Vous voyez, je suis saoulée. Non, mais ça, c'est la réalité. On est les seuls à pouvoir discuter. Mais voilà, quand même. Calmez-vous, les deux femmes. Non, mais ceci dit, je dois quand même avouer qu'effectivement, nomophobe, je l'ai été, vraiment, totalement. Je l'avoue, c'est vrai. Et avec mon téléphone, c'est un peu une histoire d'amour. Je t'aime, moi non plus. Enfin, voilà, il y a quand même un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai décidé de lui écrire une lettre à mon téléphone. Génial. Cher téléphone, pendant longtemps, j'ai été complètement accro à toi, c'est vrai. Je ne pouvais plus te lâcher. Tu étais ma vie, mon sang, comme ils disent à Marseille. Tu étais mon indispensable. Sans toi, j'étais perdue. J'étais la relou qui filme tout à cause de toi.
J'avais la tête baissée, j'avais mal au cou, j'avais mal à la tête, mal aux yeux, mais c'était plus fort que moi. Je te regardais en permanence. J'étais comme aspirée par les réseaux sociaux et je regardais des vidéos d'hommes qui font la cuisine torse nu. Oui, c'est vrai. Ou qui vivent dans des fermes toujours torse nu. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais surtout, à force de passer du temps avec toi, surtout, je ne lisais plus. Je passais à côté de ce qui se passait vraiment autour de moi, sans même m'en rendre compte. Et tu as aussi blessé mon estime personnelle. Et oui, Sylvie, mon estime personnelle a été blessée à cause de mon téléphone, à cause du contenu que tu me proposais. Effectivement, du coup, j'étais complexée par mon corps, par ma vie, par mon évolution, par ma maison, qui ne ressemblait pas du tout à celle que je regardais. C'était pas comme chez les autres, je n'arrivais à rien. En fait, j'avais ce sentiment d'arriver à rien. Et puis, il s'est passé 2 événements qui ont fait que j'ai pris mes distances avec toi. D'abord, un jour, je me suis retrouvée en vacances avec mes filles. Nous étions 4, donc mes 2 filles, moi et toi. Et je leur disais, non, ne touchez pas vos plats. Non, attention, oh, attendez, ne bougez pas. Il fait, non, je veux faire une photo, s'il vous plaît. Et elles m'ont dit, mais maman, stop, c'est pas possible. La preuve que quand même, j'élève bien mes enfants. Pas mal, et que finalement, elles m'élèvent, elles aussi. L'autre raison de notre rupture, ça a été un jour où j'étais comme ça en bas de chez moi, je te tenais à la main, et là, un jeune homme est passé et m'a arraché le téléphone. Et je me suis retrouvée seule, sans toi. Et là, tout d'un coup, panique à table. Effectivement, j'avais plus rien, j'avais plus moyen de communiquer avec personne, mais en revanche, tout d'un coup, j'ai levé la tête. Tout d'un coup, il y avait du silence. Tout d'un coup, je reprenais vie. Et mon corps n'était plus comme ça, non. J'étais comme ça. Tout d'un coup, j'ai vu qu'en face de chez moi, il y avait un jardin. Je suis allée me promener, j'ai écouté les canards. En 3 secondes, je me suis sentie tellement mieux qu'avec toi. Bref. Je suis restée comme ça quelques jours sans toi, oui. Je ne suis pas venue te récupérer tout de suite, non. J'écoutais au plaisir du silence. Et d'ailleurs, maintenant, depuis cette aventure, je ne t'ai plus 7 jours par mois. Et ça, c'est vrai. 7 jours, tous les mois, je te quitte. Enfin, je ne te quitte pas vraiment. Je quitte les réseaux sociaux, j'enlève l'application et je garde juste le téléphone. Et je me sens tellement mieux. Parce qu'en vrai, la réalité, cher téléphone, je te rassure, je ne te quitte pas vraiment. Je n'ai pas prévu de te quitter, mais juste de te laisser à la bonne place. Car le plus beau filtre que j'ai trouvé, c'est quand je t'éteins, évidemment, et que je regarde la vraie vie en face. Merci beaucoup, Elsa. On va s'inspirer de vous. On va arrêter les réseaux sociaux pendant 7 jours, Marie. C'est noté, Agathe. Oui, j'attends de voir. Bisous. Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup des dangers de notre téléphone sur notre santé mentale et physique, mais beaucoup moins de son impact sur nos relations sociales. Parce que le portable, il a aussi changé nos règles de politesse, de savoir-vivre, avec une hausse quand même sans précédent des incivilités quotidiennes. Professeur Carilla, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette menace qu'on appelle le phubbing et qui consiste à préférer les interactions numériques aux interactions humaines? C'est peut-être ce qui est le plus flippant dans tout ce qu'on dit ce matin. Le phubbing, c'est un mot valise en fait. On fait tous du phubbing un peu naturellement. C'est quoi? On est par exemple tous à cette table-là, on discute, et il y en a un à un moment qui va sortir son smartphone et il va plus nous écouter. Il se déconnecte socialement. Ce qui est assez insupportable. Quand même. Mais c'est extrêmement fréquent. Ah oui, Les phubbing un peu plus, je dirais, pathologiques entre guillemets, c'est le couple au restaurant, chacun sur son smartphone. Ça, c'est phubbing high-tech. C'est terrible, ouais. Et à côté de ce phubbing, il y a d'autres choses qui se sont développées. Il y a l'atazagoraphobie. Est-ce que vous êtes atazagoraphobe? What's that this, atazagoraphobe? Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Atazagoraphobe, c'est vous envoyez un message sur WhatsApp, par exemple. Vous voyez que l'autre l'a lu. Et il répond pas. Mais c'est pas grave, on peut gérer. Mais ça se répète et à un moment, vous commencez l'atazagoraphobe. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un sentiment d'anxiété, de paranoïa, où il commence à tout interpréter. Ah oui. Et on a analysé ces personnes atazagoraphobes en leur envoyant des messages et personne ne répond. Et en fait, on voit qu'ils ont leur constante, leur cœur qui bat un peu plus vite. Ils transpirent un peu, ils ont des signes d'anxiété et ça devient pathologique. Moi, ça peut me faire beaucoup de peine. Il faut me répondre. Qu'est-ce que ça raconte, Sylvie, le fait de préférer les interactions numériques aux interactions sociales avec des amis, avec sa moitié? Pourquoi on est plus attiré par certaines interactions numériques que par la réalité? Je ne sais pas si on préfère, mais c'est surtout que... Si, sur le moment, quand vous dégainez votre smartphone,
vous montrez que vous préférez une autre interaction. Si on le préférait, si c'était vraiment ça, s'il y avait une dimension consciente et de choix, ce serait moins grave. Là, il y a une dimension vraiment d'obligation. Il y a une dimension réflexe aussi. D'obligation, c'est-à-dire que soit il y a eu une notification pendant que vous étiez en train de discuter avec quelqu'un et vous ne pouvez pas réfréner l'envie d'aller voir, alors que sans doute ça va être quelque chose qui est bien moins intéressant que ce dont vous étiez en train de parler réellement. Ce qui se passe, c'est la facilité d'aller regarder, la facilité de répondre de manière très rapide, là où l'interaction réelle, elle demande de la conscience, elle demande de réfléchir, d'analyser ce que l'autre vient de nous dire, de réfléchir à ce qu'on va lui répondre pour que ce soit adapté. Et donc, c'est beaucoup plus coûteux sur le plan cognitif. De la même manière, dans le couple, on en parlait au restaurant, ou quand les gens sont en train de discuter dans leur salon, ou sont même en train de s'étreindre, de faire un câlin, le fait d'aller regarder la notification qui est arrivée ou prendre son téléphone, c'est une menace qui pèse sur la qualité de la relation. Mais c'est pas une légende, il y a des chiffres qui sont impressionnants, je les cite rapidement sur le couple et le phubbing. Un couple sur 3 se dispute à cause du téléphone. 70% des partenaires trouvent que leur chéri est trop souvent sur son écran. Et vous en parliez, Sylvie, 12% des amoureux ont déjà interrompu un câlin pour regarder leur téléphone. Mais non, je ne peux pas te croire. Si on attend un message important... Non, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, si vous remarquez bien, les gens ne s'excusent pas. C'est ça qui est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on est en réunion et c'est comme si c'était normal. On va prendre le téléphone et tout. Et en fait, on devrait dire pardonne-moi juste 2 secondes. Je sais pas, quand même un minimum. Enfin, tant que vous n'avez pas un mari qui envoie des textos pendant qu'il joue au tennis avec vous. Merci beaucoup, professeur Laurent Carilla, d'avoir été avec nous. Vous êtes psychiatre, spécialiste en addictologie. On peut également écouter vos conseils sur votre podcast Addiction et Psychique. À très bientôt. Je vous recommande, qui est vraiment un super podcast. Merci beaucoup, Merci professeur. beaucoup, Laurent Carilla. Alors, si vous êtes du genre à scroller sur votre téléphone jusqu'à 3 h du matin, vous n'êtes pas seul. C'est aussi le cas de ton pote Gillian. Je regarde une petite vidéo de 5 minutes et puis après je fais dodo. 5 des prénoms les moins latinos. En numéro 5, on trouve Alain. Du coup, je suis éclaté ce matin parce que j'ai scrollé jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc ce soir, c'est dodo, 22h grand max. Ah, je referai pas la même connerie, tu vois. Je suis pas con non plus. 5 des objets les moins utiles pendant une raclette. En numéro 5, un télescope. Il est très drôle. Il est très, très drôle. Alors, les algorithmes font tout pour capter notre attention, ça on le sait. Comment gagner cette bataille et réduire notre temps d'écran? Les solutions de notre invité coup de cœur vont vous aider. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vraiment notre invité coup de cœur. C'est la maison, moi, ici. C'est la maison. Vous avez les clés maintenant, Fabien. Bonjour, Oui, Fabien Olicard. Vous êtes mentaliste, auteur du livre Votre attention et votre super pouvoir. Et vous mettez vos conseils en pratique, puisque votre temps d'écran quotidien est de 50 minutes seulement. C'est un exploit. Bravo. C'est un exploit. Attention. En 2026, mon cher Fabien. Je n'utilise pas mon téléphone portable pour faire GPS, par exemple. Parce que quand je dis ça, je pense toujours aux personnes qui disent moi, j'ai pas le choix, je m'en sers pour de GPS, je m'en sers de ceci, de cela. Moi, mon usage est très limité, j'ai pas beaucoup de Ne soyez besoin. pas modeste, 50 minutes. C'est beau même sans ça, même sans GPS. C'est quand même un exploit. C'est pas si dur, en vrai. Et vous allez donc nous aider à reprendre en main notre portable, notre smartphone, en gagnant cette guerre de l'attention. Alors la première étape, c'est la métacognition, c'est l'analyse de ses propres processus mentaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette métacognition ? Déjà, il faut s'observer une semaine. Il faut observer ses comportements, ses usages, il faut prendre conscience. Il faut savoir, par exemple, il y a un truc que j'aime bien faire, je dis à un tel, c'est quoi l'appli sur laquelle tu vas le plus par obligation ? Tu n'as pas le choix. Alors il va me dire, c'est mes mails ou c'est telle appli pour le boulot, etc. Je vais dire, mais tu y vas trop. On voit sur ton temps d'écran, tu y es par exemple 1h30 par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Cette appli, on la déplace de place par rapport à l'écran d'accueil. On la met dans un nouveau dossier. Et donc, on va prendre conscience en métacognition durant une semaine que on a le portable dans les mains avec le pouce à un endroit et on ne sait pas où appuyer parce qu'on vient de sortir le portable par réflexe et qu'on allait ouvrir l'application par réflexe, on ne l'avait pas décidé. En fait, l'idée pour moi, c'est de rendre toute action souveraine en termes de conscience. Donc, de chaque utilisation, elle est souveraine. Un exemple très simple que je propose aussi dans cette première semaine, c'est quand on sort son téléphone, moi ça m'a changé la vie. Je le sors en sachant ce que je veux faire. Je veux regarder le message d'un tel, si je l'ai reçu. J'ouvre, je regarde si j'ai le message ou pas, je le lis, et tout de suite j'éteins avec le bouton sur le côté. Je range pas le téléphone, je me dis, est-ce que je voulais voir autre chose ?
Ah oui, je voulais voir la météo de demain. Tac, je rallume, la météo de demain, j'éteins. Est-ce que je voulais faire autre chose? Non, c'est bon, je le rentre. Donc en fait, on évite d'être dans une routine après de mécanique. D'entrer dans la spirale, en fait. Exactement, c'est la boîte de Pandore. Et ce côté, c'est pas je le range systématiquement, hein, c'est juste je l'éteins pour tout de suite me reposer la question. Et en fait, souvent, je fais mes 2-3 actions, 4 actions, 5 actions, mais en fait, elles me prennent 10-15 secondes chacune. Donc en fait, c'est pour ça que mon temps d'écran est très réduit. J'utilise pas moins d'applications que vous. Je laisse moins longtemps ouvert pour commencer à naviguer, à chercher à m'occuper inconsciemment, etc. Moins d'hommes nus dans les fermes. Alors, sauf ça, je fais pareil. Fabien, notre levier puissant pour éviter de scroller, c'est la friction. C'est quoi la friction? Des choses qui vont nous permettre que ce soit un peu moins facile, un peu plus compliqué. Par exemple, si mon téléphone portable est toujours dans ma poche intérieure gauche, eh bien, je vais plutôt le mettre dans mon sac à dos. Il n'est pas loin, il n'est juste pas au même endroit. Donc en fait, ça devient un peu gênant parce qu'il faut que j'enlève mon sac à dos, il faut que j'ouvre la poche et il faut que je prenne mon téléphone. Créer de la friction, c'est faire en sorte que tout soit un peu moins facile. D'ailleurs, c'est avant le scroll infini. Le scroll infini, donc c'est la capacité à faire défiler jusqu'à l'infini. Il y a toujours des nouvelles informations derrière. C'est Asa Raskin qui a inventé ça. Aujourd'hui, il s'en veut, il vit comme un ermite. Il a l'impression d'avoir tué l'humanité, ce pauvre homme. Avant qu'il y ait ça, il y avait une friction. À la fin d'une page, on nous demandait page suivante ou pas. Et on reparle de la pleine conscience. Et ça nous faisait arrêter de scroller. Aujourd'hui, il n'y a plus de friction. Alors, il y a des personnes qui commencent à développer des choses. Par exemple, une friction, c'est que ça s'alourdisse. Plus on scrolle, plus c'est un peu dur de scroller. Moi, ça va vite jusqu'à temps qu'on appuie sur un bouton pour dire remets-moi la vitesse. Donc, on peut s'inventer de la friction. On peut changer son code PIN, son code de déverrouillage régulièrement. Un truc facile, un anniversaire qu'on ne peut pas oublier, etc. Mais ce n'est pas le même code de déverrouillage que d'habitude. De la friction, c'est je ne mets pas mon Face ID pour qu'il s'ouvre automatiquement. Il faut que je rentre mon code. Donc, toutes ces petites choses qui compliquent très légèrement, mais qui nous ramènent à chaque fois au moment présent. C'est bien ça. Alors Sylvie, on sait que c'est ça aussi le problème, notre téléphone peut tout faire à notre place. Donc vous recommandez d'avoir recours à nos propres capacités cognitives dès qu'on peut, parce que ça continue à entraîner notre cerveau, c'est ça? Exactement. Et donc à chaque fois, vous savez tous, hein, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous cherchez le titre du film que vous avez vu, ou de l'acteur, ou du lieu où vous êtes allé en vacances, ou quoi que ce soit, vous allez les chercher sur votre téléphone au lieu d'aller chercher dans votre tête. Et là, c'est vraiment pas la bonne solution pour 2 raisons. La première, c'est que vous automatisez cette action d'aller chercher dans votre téléphone, donc vous devenez encore plus dépendant. Vous avez externalisé votre mémoire, elle est plus dans votre cerveau, elle est dans votre téléphone. Et la deuxième raison pour laquelle c'est grave, c'est que ça altère vos capacités cognitives. On ne dira jamais assez que le cerveau s'use si on ne s'en sert pas. D'accord? Et donc, ça va aussi réduire cette dépendance qu'on a au téléphone, parce que si le téléphone, c'est vraiment l'extension de notre cerveau, c'est clair qu'on ne va pas se passer de notre cerveau. Donc voilà, il faut être conscient de ce qu'on perd. Ouais. Alors Fabien, l'un des fléaux avec les smartphones, ce sont tous ces jeux mobiles hyper addictifs qu'Agathe connaît bien et dont les réseaux sociaux font la promotion en permanence. Souvent, on fait du double écran. On regarde une série et on joue en même temps. On est d'accord, c'est une mauvaise habitude. Comment s'en défaire? Déjà, le coût cognitif, il est horrible. Hein. C'est épuisant de faire ça. Le double écran, alors ça, c'est terrifiant. Les jeux mobiles, si vraiment on veut avoir un jeu sur son téléphone, on peut privilégier un jeu qu'on achète, pas un jeu gratuit, pas un jeu avec des choses qu'on va débloquer avec des micro-prélèvements. Pourquoi? Parce qu'il y a les jumelles maléfiques de Sylvie Chocron qui travaillent pour les créateurs de jeux et qui savent comment fonctionne l'attention et le système cognitif. Et leur but, ça va de nous rendre addicts à ces jeux, qu'on revienne régulièrement et le plus de fois, même dans la journée, pour débloquer des récompenses, etc. Et qu'à un moment donné, le jeu, il va pas assez vite, mais heureusement, grâce au premier bonus offert, on peut débloquer et on a mis le doigt dans l'engrenage parce que le deuxième bonus, il ne sera pas offert, on va le payer, etc. Donc, ils sont faits vraiment pas pour nous divertir, mais pour nous asservir, ces jeux-là. On peut aussi un peu calmer l'effet casino, que vous connaissez bien aussi. L'effet casino, c'est toutes ces couleurs, tous ces sons, etc. Voilà, si on passe notre écran en noir et blanc, il est moins attractif que ça. On peut le programmer. Moi, c'est 3 coups sur le côté de mon téléphone, ça passe en noir et blanc. Si je veux jouer à mon jeu de Scrabble, parce que j'ai le droit, en fait, finalement, si je l'ai décidé, je vais le rendre un peu moins attractif, comme ça, en noir et blanc. Il est tout aussi jouable. J'ai les mêmes bénéfices qu'un Scrabble. Et bizarrement, je vais y jouer moins longtemps.
Fabien, j'ai vu dans votre livre que vous recommandiez ça. Je veux qu'on fasse l'expérience pour montrer que c'est vraiment très efficace et que ça perd presque de sa saveur. Et vous voyez là, la vie est beaucoup moins belle, sans couleur. Enfin, du coup, notre vie numérique, j'entends, hein, donc on n'a plus du tout envie d'y aller. Enfin, ça perd beaucoup d'attrait. Par exemple, voilà, toutes mes stories, voilà, je révèle un peu mon intimité numérique, mais regardez, il y a du bel et bien. Je suis pas si corpo. C'est génial, mais en noir et blanc. Moins attractif. Mais en noir et blanc, bel et bien, ça reste bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, alors je mets un like. Voilà. Non, c'est assez efficace, franchement. Non, c'est fou parce que même les personnes justement qui disent bah voilà, telle application, j'y vais parce que c'est obligatoire, ou il faut bien que je réponde à mes messages, ou il faut bien que je regarde mes mails, bizarrement, une fois que leur téléphone est en noir et blanc, elles baissent leur usage de 33 à 66%, d'un tiers à 2 tiers en moins. Et on n'est pas idiot. Moi, j'ai envie de regarder mes belles photos en couleur, donc c'est facile. 3 coups de clic sur le côté et je reviens en couleur. On n'a pas dit de bannir la couleur, mais on s'en sert quand c'est utile. Marie, vous aviez un conseil à partager Oui, bah, plein de bon sens, comme d'habitude. Oh, c'est sympa, merci. Bah, on se plaint de l'addiction des enfants aux écrans, mais les vrais addicts, bah, franchement, je le vois avec mon enfant de 3 ans et demi, bah, c'est nous. Et franchement, ça me fend le cœur quand il me parle, il me regarde dans les yeux, il me montre ce qu'il a fait empiler 3 cubes, et que moi, je suis sur mon portable en train de lire quelque chose de tout à fait, franchement, insignifiant et non urgent, et que j'arrive pas à couper, et que je sais pas, j'attends, et après, je le vois qui me regardait, qui attendait, et je me trouve ridicule. Donc, j'ai décidé que maintenant, le petit déjeuner, du lever jusqu'à ce qu'il parte à l'école, parce que c'est pas moi qui l'amène, je n'ai pas mon portable dans la pièce, je laisse à côté, et franchement, ça fait du bien, on a des vraies interactions, et je peux continuer à vivre sans les news du matin, tout va bien. On est d'accord, Sylvie, qu'on a une grande part de responsabilité vis-à-vis de nos enfants, malheureusement. Bien sûr. Alors, Marie, merci d'aborder ce sujet, parce que déjà, en temps normal, on croit qu'on peut être en double tâche au travail, être sur tous nos écrans en même temps, alors qu'en fait, on est inefficace et ça nous épuise. Mais dans la relation, c'est juste impossible. C'est-à-dire que dans la relation avec un enfant, on ne peut pas être en double tâche. On ne peut pas être à la fois sur son téléphone et à la fois dans l'interaction. On ne peut pas avoir le contact visuel, c'est impossible. Or, le contact visuel, c'est quand même le ciment de l'interaction sociale. C'est le ciment de la relation. On sait que le contact visuel, rien que ça, va libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, du lien. Donc c'est ce qui va nous permettre l'attachement, vraiment, la solidité du lien affectif parent-enfant. Et puis, au-delà de ça, on a montré que, et c'est une étude de 2024, donc c'est vraiment très récent, que la qualité du contact visuel, la première année de vie, va conditionner la qualité du langage et le stock de vocabulaire chez l'enfant ultérieurement. Et donc, le contact visuel, ça va au-delà de la relation, c'est-à-dire c'est ce qui va développer la communication, et c'est même corrélé vraiment au stock lexical, à la qualité du langage de l'enfant, Stan. Je commence à culpabiliser grave, là. Mais c'est très bien, c'est la première étape. Regarde-le dans les yeux, il a des beaux yeux. Voilà, on peut prévenir. Et du coup, en ce moment, c'est vrai qu'on discute beaucoup de l'interdiction des écrans chez les enfants, mais on sait qu'il y a des mamans qui allaitent avec le téléphone coincé dans le bras. On sait qu'il y a des bras articulés qui se fixent sur le biberon pour que les mamans qui donnent le biberon puissent avoir leur téléphone pendant qu'elles donnent le biberon. Et donc là, c'est vraiment un message de santé publique. Donc merci de m'avoir posé la question. Et là, dernière petite chose, parce que c'est important, il y a énormément de parents qui ne regardent plus leur enfant qu'à travers leur téléphone pour faire une vidéo, pour prendre une photo ou pour le montrer en WhatsApp à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Non. Quand on regarde son enfant, c'est sans cet intermédiaire du téléphone. On peut quand même prendre une photo de temps en temps, non? Prendre une photo, c'est pas grave, mais vous avez des enfants qui sont conditionnés et maintenant qui prennent la pause, qui ont perdu toute la spontanéité et qui n'ont plus d'échange direct. C'est vrai que moi, il sait faire la pause des... Exactement. C'est terrible. Mais comme le disait le professeur Carilla tout à l'heure, je crois que ça s'anticipe, comme vous l'avez fait très très bien. C'est-à-dire demain, enfin en tout cas dorénavant, entre telle heure et telle heure, je serai en temps précieux, comme on dit avec mon enfant. Merci Fabien Olicard. Merci Fabien Olicard. Vous savez que, je le rappelle, vous avez les clés. Hein. Oui. Et quand vous voulez, vous n'avez même pas besoin de prévenir. J'avais fait un double il y a longtemps. Oui, vous avez le truc pour désactiver l'alarme. Enfin bon, on est bien. Je rappelle que vous êtes mentaliste et que si on veut se libérer du smartphone, on peut trouver plein de pistes de réflexion très intéressantes dans votre nouveau livre qui s'appelle « Libérez-vous de votre addiction ». C'est chez First Edition. À bientôt. À bientôt, Fabien. Merci d'être venu. Donc on va le dire, nos téléphones nous espionnent. Voilà, ça c'est aussi un pan dont on n'a pas parlé encore. C'est Big Brother. Voilà. Par exemple, on l'a tous vécu, vous parlez à votre chéri de votre envie de changer d'appareil à raclette. Ça m'arrive souvent, vu que je vais passer d'un appareil de 6 personnes à 10 personnes. Et comme par magie,
10 minutes plus tard, vous avez une pub pour un appareil à raclette de 10 personnes qui s'affiche sur votre écran. Donc nos smartphones nous écoutent, ils nous traquent et allez savoir peut-être même qu'ils nous observent. Alors comment préserver sa vie privée? Notre journaliste Marianne Moing a mené l'enquête. Géolocalisation, contacts, historique de recherche, photos et vidéos. En utilisant des applications ou en naviguant sur Internet via nos téléphones, nous partageons plus ou moins consciemment une quantité impressionnante de données personnelles. Une porte grande ouverte sur notre intimité. Heureusement, des solutions existent pour reprendre un peu le contrôle. Neil, porte-parole de l'association La Contrevoix, est avec nous pour en parler. Bonjour Neil. Bonjour. Moi, je pourrais très bien vous dire, j'ai rien à cacher, je m'en fiche un peu que mes données personnelles soient exposées. Alors moi, je pense que la question subsidiaire est beaucoup plus intéressante, c'est on n'a rien à cacher à qui? Et là, vous voyez, quand j'entends dans les actualités des femmes aux États-Unis qui doivent avorter dans un autre État que le leur, parce que vous savez, c'est pas tout à fait légal dans certains États, qui se font arrêter sur la base de leurs données de géolocalisation Google, là, je me dis, vous voyez que ces femmes, elles avaient peut-être quelque chose à cacher. Comment nos données personnelles sont collectées via nos smartphones? Le vecteur principal, c'est les applications qui sont installées sur le téléphone. Et oui, ces outils numériques, très pratiques certes, exigent que nous leur accordions des permissions. Permission d'accéder à notre micro, notre localisation ou notre stockage, pour ne citer qu'elles. Ces permissions, elles sont données lors de la première ouverture de l'application. Et ensuite, elles ne vous sont plus demandées. Deuxième vecteur de collecte de données via les applications, les pisteurs. De petits bouts de logiciels intégrés aux applis qui récupèrent une multitude d'informations. Nos recherches sur Internet, le temps passé sur les pages web que l'on consulte, ou encore notre historique d'achat. Le modèle économique de la plupart des applications qu'on utilise aujourd'hui se fonde sur la revente de données personnelles. D'accord. Donc ça passe par l'affichage de publicité, ça passe par la revente à d'autres sociétés qui aimeraient faire des agrégations de données sur le plus de personnes possible. Les données personnelles, c'est vraiment l'or noir du 21e siècle. Regardez les entreprises les mieux cotées en bourse aujourd'hui. On a les géants qui stockent le plus de données. On a Google, on a Apple, on a Facebook, on a Microsoft. C'est ce qui fait la fortune des entreprises les plus riches du monde. Si ces informations sont si précieuses, c'est qu'elles permettent d'observer nos habitudes de vie pour prédire nos comportements. Ce que nous achèterons, à quelle fréquence, à quel moment de la journée. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces projections se vendent à prix d'or. Alors la question c'est, est-ce que toutes ces applications et ces sites internet récoltent nos données légalement? Oui et non. D'une part, oui, parce que vous avez signé les conditions d'utilisation qui permettent à ces entreprises de collecter ces données de manière légale. D'autre part, non, il y a certaines données qui sont collectées illégalement, mais en fait, ces entreprises-là n'en ont rien à faire, puisque de toute façon, elles font partie du top 10 des capitalisations boursières mondiales. C'est pas un procès qui va les faire peur. En matière de données personnelles, la frontière entre ce à quoi nous consentons ou pas est floue. Prenons l'exemple des assistants vocaux de nos téléphones. Pratique, mais pas sans risque. En 2019, Thomas Leboniec, qui travaillait comme data analyst pour un sous-traitant d'Apple, a révélé qu'il écoutait chaque jour des milliers d'enregistrements captés par Siri. La firme ne s'en est jamais cachée. Cette pratique vise à améliorer son service. Oui, mais selon le lanceur d'alerte, Apple analyse aussi les enregistrements accidentels, donc non consentis. Thomas Leboniec a ainsi entendu des conversations très intimes, parfois même des couples faisant l'amour. Et pour ne rien arranger à l'affaire, il l'affirme, l'anonymat des utilisateurs n'est pas garanti. Alors Neil, nos téléphones nous espionnent-ils? Si je donne la permission à une application d'accéder à ma caméra, ça veut dire qu'elle peut me filmer à mon insu? C'est arrivé il y a quelques années avec l'application Instagram, parce qu'en fait, il y a une mise à jour du système, c'était chez Apple, qui permettait d'afficher une petite pastille quand la caméra était utilisée. Et en fait, les utilisateurs sont aperçus que quand ils n'avaient pas l'application Instagram ouverte, eh ben la pastille s'affichait. Heureusement, Neil est venu avec des outils pour nous aider à reprendre la main, comme ce site internet. C'est un site sur lequel on va connaître pour chaque application les pisteurs intégrés et les permissions que cette application demande. Prenons l'exemple de cette lampe torche pour téléphone qui possède 2 pisteurs et exige 15 permissions, dont celle d'accéder à nos données biométriques, comme notre empreinte digitale ou les traits de notre visage. Curieux pour une lampe torche, non ? Autre conseil de Neil, un deuxième site qui traduit en langage clair les conditions d'utilisation des pages web et des applications. Vous savez, celles qu'on accepte sans les lire, alors qu'elles définissent précisément ce qu'il advient de nos données. En quelques lignes, vous saurez si Facebook, par exemple, peut lire vos messages privés ou non. Or, il se trouve qu'il peut les lire. Merci beaucoup Neil pour tous ces conseils. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup Marianne. Alors Stan, vous aviez un coup de gueule à passer. Ouais, j'ai l'impression, je vais encore passer pour un vieux réac, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, la fameuse Gen Z, elle ne sait plus passer un seul coup de fil.
Vraiment, alors pour le coup, pour envoyer des vocaux de 4 minutes sans aucun esprit de synthèse, ça c'est génial. Mais alors pour passer un coup de fil et remettre de l'humain dans nos interactions sociales, il n'y a plus personne. Et d'ailleurs, regardez, ils en témoignent, hein, visage découvert, sans complexe. Oh mon Dieu. Les appels téléphoniques, c'est une phobie pour moi. J'ai la téléphonophobie. Je préfère que tu m'envoies un message, que tu m'envoies un vocal, que de m'appeler. J'aime pas les appels. Ça paraît bête comme ça, mais j'y arrive pas. Je déteste les appels, je préfère rouler 1 heure aller-retour pour aller prendre rendez-vous plutôt que de téléphoner. J'ai mon rythme cardiaque qui augmente, je tremble. Quand j'appuie sur téléphoner, je raccroche dès qu'il y a une sonnerie parce que je panique. Sylvie, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Comment vous expliquez cette peur du coup de fil? En fait, c'est quasiment un comportement d'évitement. Hein, donc ça devient effrayant pour les jeunes d'être dans une interaction en temps réel. Probablement parce que l'interaction en temps réel, c'est ce qu'on disait avant, elle exige que vous analysiez en temps réel ce qui se passe, comment vous adapter, prendre en compte les réactions de l'autre. Et c'est beaucoup plus coûteux sur le plan cognitif que de laisser un vocal ou d'envoyer un message. Et donc le problème, c'est que l'interaction réelle, elle permet aussi d'instaurer une relation, de synchroniser les cerveaux. On ne peut pas se contenter d'avoir un dialogue coupé, haché, en laissant chacun des vocaux. C'est pas possible. Bien sûr. Alors moi, j'avais une question avec les nouvelles études sur les ondes, par exemple, parce qu'on nous a dit à un moment, dormir avec le téléphone sous l'oreiller, c'est absolument pas possible, c'est très dangereux. Maintenant, on dit que c'est finalement moins dangereux que ça l'était. Les écouteurs dans les oreilles, là aussi, maintenant, on est en train de dire que c'est une catastrophe. Alors, Le téléphone dans la poche qui rendrait stérile aussi pour les mecs, on a dit ça. C'est très mauvais pour le cœur dans la poche intérieure gauche. Exactement. Alors Sylvie, il y a faites le tri un peu. Je fais le tri. Il y a des études qui montrent que effectivement les téléphones envoient des ondes, mais ce sont des ondes non ionisantes, donc qui a priori ne sont pas toxiques, contrairement par exemple au rayon X, qui présente une forme de toxicité. Et donc il n'y a pas d'études qui montrent que utiliser son téléphone, ça va accroître l'occurrence d'une tumeur au cerveau. D'accord ? Mais il y a quand même un principe de précaution. Et les écouteurs, alors évidemment, il y a des alertes sur le plan de la santé auditive, parce qu'il ne faut pas écouter trop fort un son qui arrive directement dans les oreilles, mais en termes d'ondes, il n'y a absolument rien qui est montré pour l'instant. Mais je le répète, c'est pour l'instant, et il y a un principe de précaution à suivre. Moi, j'ai toujours mes petites oreillettes filaires. Voilà, et en plus, il n'y a pas besoin de les recharger, Agathe. Comment? Il n'y a pas besoin de les recharger. Il n'y a pas besoin de les recharger, j'ai l'impression qu'il y a moins d'ondes. Mais vous ne ressentez pas? Moi, ça me gratte dans l'oreille, les ondes. Je les ressens, moi, les zizi. On va y aller. On va y aller. Non, mais j'arrête. Vous ralentissez le groupe. Alors, à force d'utiliser nos smartphones, on est en train de passer de l'homo sapiens à l'homo numéris. Rassurez-vous, on va prendre soin de vos articulations et de votre colonne vertébrale avec notre prochain invité. Bonjour Émeric. Elsa est très ravie que vous soyez là. Mais oui, alors vraiment, vous qui suivez. Je suis ravie que vous soyez là, mais Oui, voilà. Je vois de qui on parle. Je n'ai rien dit. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe du sport et vous partagez vos connaissances sur tous les réseaux sociaux, sur le compte Aime ton kiné. Et on va passer en revue les principales douleurs musculo-squelettiques liées à l'usage excessif du téléphone. Et on commence par le fameux text neck. Neck, ça veut dire cou, évidemment. Très belle traduction. En effet, c'est une douleur dont on entend le plus en plus parler, mais sur lequel il faut relativiser un petit peu. On a vu des papiers, des infographies sur les réseaux sociaux, comme quoi la tête pourrait peser des dizaines, voire des centaines de kilos lorsqu'on est pâché, comme on le voit ici. Les valeurs sont un peu faussées parce qu'elles sont faites en examen sur des cadavres, pas sur des tissus humains. Donc c'est moins dramatique que ce qu'on pourrait l'imaginer. On avait prétendu 27 kilos. Il y a une légende qui dit ça. Exactement. Ça peser 27 et que plus l'angulation augmente, plus ça serait contraignant. En réalité, oui, ce serait le cas si on prend le poids de la tête avec un système de poulies et qu'on analyse sur une vertèbre quelles seraient les tensions et la charge qui correspondraient. Scoop News, on a des muscles, on a des tendons, des fascias et des ligaments qui stabilisent et qui maintiennent tout ça. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur liée à ces positions prolongées. Il faut juste dédramatiser peut-être ce text neck. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans les cabinets, on voit des patients avec des douleurs cervicales, voire même des fois des maux de tête, des céphalées. Et c'est des patients qui me disent j'ai plutôt mal en fin de journée, j'ai plutôt mal quand je suis beaucoup sur mon téléphone. Et clairement, je sens qu'il y a un lien entre ma posture et mes douleurs. Mais ce n'est pas forcément si grave avec ce poids de la tête qui serait énorme. C'est quoi la position idéale quand on regarde son smartphone si on veut éviter les tensions? C'est une bonne question et on cherche cette position magique. Ce serait quoi la position parfaite? En réalité, il faut se dire que toute position extrême est douloureuse. Et moi, j'aime bien dire à n'importe qui, essayez ça au niveau du doigt,
fin d'amplitude de flexion du doigt, on peut tous le faire, ça tire un peu mais ça fait pas peur et ça fait pas très mal. Par contre, si je reste comme ça pendant 5 heures, là, vous imaginez que la douleur que vous allez ressentir, elle sera totalement différente. Et bien, c'est un peu ce qu'on a avec les cervicales et avec le cou. D'être tête enroulée vers l'avant, c'est pas mauvais en soi. Mais d'être en flexion complète, en fin d'amplitude pendant plusieurs heures, ça va devenir problématique. Donc, sur son téléphone, l'idée, ça va être d'essayer de varier un petit peu ou de limiter la fin d'amplitude. Ce que je vois beaucoup, c'est des fois des gens affalés dans leur lit et ils sont vraiment ici. Et là, on est vraiment fin d'amplitude. Donc on est vraiment ici. Triple menton là, alors là. Ah oui, voilà, pour la caméra. C'est moi. C'est moi. Donc Moi, mis je à suis comme part ça. l'aspect esthétique, c'est un peu plus difficile et un peu plus de douleur. Donc en effet, on va essayer de surélever un peu son téléphone. Mais on l'a déjà tous essayé. Si je me mets comme ça, il y a un moment donné, j'aurai mal aux épaules. Et après, on va venir chez le kiné parce que j'ai une Ce tendinite. qu'il faut, c'est varier un petit peu les positions, Exactement. faire des L'idée, pauses. ça va être de se dire, de temps en temps, je me mets un peu relâché sur mon téléphone. De temps en temps, je vais le mettre un peu là et ça va faire travailler mes épaules. Et puis de temps en temps, j'essaie de le poser pour faire un peu plein d'autres choses dont on a parlé juste Des avant. squats, par exemple. Ah, On vous savez à quel point j'aime les squats. ouais. Il est obsédé par les squats. Le téléphone portable, il est aussi responsable, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, d'une hausse sans précédent de cas de myopie. C'était déjà le cas au Japon il y a une dizaine d'années. Ben voilà, maintenant, on est pareil. C'est totalement mondial maintenant. C'est à force de rester le nez collé sur son écran, ben finalement, on ne sait plus regarder au loin. Et puis, nos yeux fatiguent. Donc là, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet plein d'études qui montrent des corrélations entre l'utilisation des téléphones et cette baisse d'acuité visuelle. Quand on est sur son téléphone, on utilise seulement nos yeux pour regarder ce qui est proche. Mais nos yeux ont d'autres capacités, comme regarder loin de soi. Donc, un exercice très simple qu'on peut faire, ça va être de prendre son doigt devant soi, sans bouger, de se dire, de temps en temps, je regarde mon doigt, et maintenant, j'essaie de regarder derrière mon doigt. Je regarde mon doigt, je regarde derrière mon doigt. Donc, visuellement, pour les téléspectateurs, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, mais en réalité, on utilise nos yeux et on utilise ce côté vision proche, vision éloignée. Donc ça, c'est un petit exercice pour les Je yeux. suis la seule à vous écouter. Hein, vous Merci, mais il a remarquez, l'impression que c'est la cour de récré. Pas du tout, c'est parce que j'ai un choc esthétique. Ah oui. Tout à coup, je viens de voir Stan. Moi, pareil, derrière mon doigt, j'ai rencontré l'amour. Qu'est-ce que vous voulez, Émeric? Si je peux rajouter quelque chose, c'est bien de le faire à l'extérieur, parce que la myopie, elle est favorisée aussi par l'air ambiant à l'intérieur d'une pièce, c'est-à-dire quand on utilise les écrans. Donc ces exercices de voir au loin, faites-les dehors ou en ouvrant la fenêtre. Émeric, les smartphones abîment également nos mains en aggravant les tendinites du poignet ou du pouce, ou pour ma mère, son index. Chaque année, notre pouce parcourt 145 km sur l'écran de notre smartphone. C'est l'équivalent de 3 marathons. Alors comment soulager nos articulations, nos petits doigts? L'idée, c'est d'essayer d'utiliser nos mains, nos avant-bras et nos doigts d'une manière différente. Sur nos téléphones, on est un peu crispé, plutôt en fermeture, avec peu d'amplitude. On va plutôt essayer de faire l'inverse, donc d'ouvrir et d'aller chercher un maximum d'amplitude. Ce qu'on peut tous faire, c'est ouvrir la main, attraper, et là, essayer de venir tendre le coude à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'aime encore mieux, c'est même de le faire en appui sur un bureau, de venir poser ses paumes de main ici. Donc je me penche d'abord bien en avant. Et ensuite, en gardant la paume de main, j'essaie de reculer le plus possible. Oh la vache! Ça fait mal. Et là, on voit qu'on n'a plus du tout l'habitude. La plupart n'arrivent même pas à avoir un angle de 90 degrés ici. Mais en théorie, on devrait avoir beaucoup plus. Quand on fait du yoga, Et là, on voit que... problème pour faire ça. On voit que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à aller chercher plus loin que 90. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos muscles et nos tendons à ce niveau-là ont perdu cette capacité à venir s'étirer, parce qu'on a des métiers de moins en moins manuels, évidemment, et qu'on est un peu toujours immobile sur nos téléphones. Donc cette tension et ce « ça fait mal » dont vous parlez, justement, c'est qu'on ne le fait pas assez. Donc évidemment, quand on le fait pour la première fois, on y va doucement en termes d'intensité, 20 à 30 secondes, 3-4 fois d'affilée, et à fur et à mesure, des jours ou des semaines, quand je sens que je gagne, là, je peux me permettre de tirer un peu plus fort. Émeric, si Elsa vient pas, moi je m'installe à la ferme avec vous. Allez, on va ouvrir une magnifique ferme tous ensemble. Torsionnaire, vous n'avez pas donné un exercice? Torse nu ou torse nu? Je suis pas sûr, du coup, je comprends J'ai un peu mélangé les deux. Je crois que c'est lui qui a envie d'être C'est lui avec qui a vous, en envie. fait. Arrêtez. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est quand on a mal au cervical à la fin de la journée parce qu'on n'a pas adopté les bonnes positions, il y a un petit exercice pour se détendre. Moi, ce que j'aime bien, donc par rapport à si on est un peu trop comme ça, toujours pareil, se dire qu'est-ce que je fais tout le temps? Eh ben, je fais l'inverse. Donc si je suis tout le temps un peu en flexion, je vais essayer d'aller chercher de l'extension. Donc on peut soit déjà le faire simplement comme ça.
Si on a une chaise avec un dossier, se caler sur le dossier et d'aller se laisser partir en arrière. C'est cool. Alors, ça va pincer, ça va étirer, ça va pas être confortable. C'est comme ce qu'on vient de voir pour la main. C'est justement parce qu'on ne le fait pas suffisamment. Et si on veut, on peut associer des petits massages que j'aime bien. C'est avec les doigts, on vient tracter ici, j'envoie la tête en arrière et je tire avec mes mains vers l'avant. Et je me fais comme ça, un automassage. Évidemment, il y aura des ateliers massage dans notre prochaine ferme. Mais d'ici là, c'est des trucs qu'on peut faire très facilement. Et si je sais que je vais passer plusieurs heures sur mon téléphone parce que je décide de scroller, parce que c'est dans mon métier, de temps en temps, je le pose et je me fais 30 secondes d'extension, d'automassage, 30 secondes de mouvement sur ma chaise et je reprends. C'est une très bonne manière de casser ces périodes de sédentarité. On a compris que les téléphones avaient un effet négatif pour la santé, mais ce n'est pas tant l'utilisation du téléphone, c'est que ces 4, 6, 8 heures par jour où on est sur nos téléphones, ce sont des durées qu'on n'utilise plus pour faire autre chose, pour courir, pour jouer, pour marcher, pour soulever des charges. Donc, on bouge moins, mais surtout, on perd du temps pour faire d'autres activités. Donc, trouvons des petits moments dans la journée pour incrémenter un petit peu de mouvement. Dis-moi, pendant vos ateliers à la ferme, on sera tous nus? Écoutez, juste pour savoir, Sylvie aussi. On commencera torse nu et puis on verra où le vent nous mène. Merci beaucoup, Aymeric, pour ces conseils. Si vous en voulez d'autres, on peut vous retrouver dans votre ferme. Et on peut vous suivre plutôt sur vos réseaux sociaux, sur votre compte Aime ton kiné. Merci beaucoup. Merci. Meilleur compte Instagram pour se détendre, je vous le dis tout de suite. Merci Aymeric, sur un bonheur. Merci de nous avoir suivis dans Bel et Bien ce matin. C'est pas comme si j'étais étonnée, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Oui, Chez les autres chaînes. Ali, on vous retrouve tous les matins sur France Inter à 10h pour grand bien vous fasse. Et ça, comme son nom l'indique, ça nous fait du bien. Qu'est-ce qu'il a ricané? Ben non, mais vous, on vous retrouve quasiment à la même heure dans Bel et Bien ensemble. En podcast. Exactement. Du lundi au vendredi à 9h55 sur France 2, évidemment. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il ne manquerait plus que ça. C'est à la même heure, ce sera le même jour, sur la même chaîne, avec la même équipe. Voilà, bisous. D'ici là, vous passez un bon week-end et une très belle semaine. Bye. Salut.